Hello à tous. On va attaquer cette session avec de l'observabilité, avec OpenTelemetry, parce que l'observabilité, c'est important, c'est vos yeux. Je vais laisser Damien vous en parler. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour, vous êtes très nombreux, je n'avais pas invité autant de monde, mais écoutez, c'est que ça vous intéresse, c'est bon signe. Bonjour à tous, donc moi Damien Rodemorvan, je suis staff engineer au sein de Decathlon Digital. Decathlon Digital qui est l'éditeur de logiciels qui fournit les différents pays dans lesquels Decathlon est installé. Et je vais vous présenter un projet qui me tient à cœur, qu'on a commencé à déployer chez Decathlon Digital, qui s'appelle OpenTelemetry. Mais avant de rentrer là-dedans, on va essayer notamment de parler, si ça a bien marché, je vais le faire à l'ancienne. On va essayer de parler en fait de ce que c'est que l'observabilité, qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on parle d'observabilité, parce qu'en faire un peu au hasard, c'est pas spécialement intéressant. On veut essayer de trouver les objectifs qu'on veut pousser quand on parle d'observabilité. On parlera du projet, on fera une petite démonstration, et puis on se quittera sur quelques points importants que vous pouvez garder à l'esprit, qui vont vous permettre de conclure tout ça. L'observabilité, à quoi ça correspond ? C'est surtout être capable d'avoir des applications. Alors, applications au sens très large, ça peut être des applications sur des téléphones, ça peut être des applications front-end, ça peut être potentiellement plein de microservices qui parlent entre eux, des trucs asynchrones, des trucs synchrones, sans avoir à intervenir sur le code source de ces applications. Donc, c'est comment on fait pour que ces applications elles soient capables d'émettre de l'information, des signaux, qu'on puisse collecter, qu'on puisse analyser pour comprendre leur fonctionnement interne. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. On a 3 types de signaux principaux. Quand on parle d'observabilité, il y en a un que vous connaissez évidemment, qui est les logs. Qui n'a jamais fait de log ? Personne ne lève la main, c'est bon, on est rassuré. Même des consoles.log, ça fonctionne, ça reste du log. C'est pas remonté quelque part, mais moi c'est du log. Donc les logs, je ne vais pas vous faire le rappel de ce que c'est, mais on met un timestamp, on met un message, et puis on a quelque chose qui est printé quelque part. On arrive depuis longtemps à les faire remonter, à faire de la collecte de logs, à centraliser des logs, à pouvoir faire de la recherche dans des logs. C'est déjà pas mal. Un des gros problèmes des logs qu'on verra ensuite, c'est que ce n'est pas toujours très structuré. On en reparlera juste après, c'est un élément important. On a également un autre signal que vous connaissez bien. Si on parle par exemple de Prometheus, qui en a déjà fait. Ouais, un petit peu. Si on parle de Nagios, pour ceux qui font plutôt de l'Ops. Ouais, un petit peu quand même. Voilà, bon, c'est les métriques qu'on connaît. On a plein de types de métriques différents, évidemment. Donc on a des choses assez classiques, on a des compteurs, on a des jauges, on a de l'histogramme, voilà, des choses qui sont assez faciles à mesurer. Et puis quand on parle de métriques, c'est très certainement qu'on va commencer à regarder aussi du sampling. On ne veut pas conserver les métriques pendant un temps très long. On veut la capacité de pouvoir se projeter sur des choses saisonnières, à l'année, au mois, au trimestre, etc. C'est assez compliqué à maîtriser. On va en reparler tout à l'heure. Et le dernier signal qu'on va essayer de creuser aujourd'hui, parce que c'est moi ce qui a révolutionné ma façon de penser l'observabilité depuis quelques années, c'est les traces. Notamment, quand on dit traces, c'est traces distribuées. C'est la capacité à comprendre le fonctionnement d'un système qui est souvent complexe. Si je vous parle de microservices, qui ça parle microservices ? Qui adore faire des microservices ? Ouais, il y a moins de monde déjà. Ouais. Notamment parce qu'en fait, d'un point de vue du debug, des microservices, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Quand on parle de log, tracer une requête au sein d'une stack de microservices qui représente peut-être une quinzaine de microservices, c'est pas la panacée, c'est assez difficile. Et si on n'a pas quelque chose qui fait de la corrélation entre tout ça, c'est assez douloureux. Donc, traces distribuées, on a souvent ça connecté avec quelque chose de l'ordre de microservices. Un élément important de l'observabilité, c'est, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, mais de pouvoir comprendre un système sans devoir intervenir à chaque fois qu'on a un problème pour rajouter de l'information à l'intérieur. Combien de fois en prod, on a tous eu « Ah oui, j'ai oublié de rajouter un log.error à tel endroit, malheureusement, je ne vais pas pouvoir capturer l'erreur. Il faut que je refasse une livraison en production pour ajouter de l'information et pouvoir diagnostiquer ce qui se passe. » Ça, c'est un grand classique qu'on souhaite éviter quand on ambitionne de progresser sur l'observabilité des applications. Un élément important aussi quand on parle d'observer depuis l'extérieur, c'est qu'on ne souhaite surtout pas avoir quelque chose de spécifique à chacun des langages ou des frameworks qu'on manipule. Que vous fassiez
du Spring Boot, que vous fassiez du PHP avec j'ai perdu son petit nom, avec Laravel, vous voulez en fait que le comportement et les métriques et les logs que vous tracez soient homogènes, qu'on puisse les conserver en fait, peu importe le langage. Même pattern, si vous faites des traitements asynchrones, vous faites du Kafka, vous faites du RabbitMQ, vous faites du MQTT, tout ça, vous voulez avoir une lecture homogène de tout ça. Vous voulez vous dire, je veux la latence de manière homogène, je veux les différentes informations de manière homogène. Donc c'est ça qu'on essaye de pousser quand on parle d'observabilité, des choses qui soient homogènes entre les applications et qui n'impactent pas ou peu l'application. Et puis je vous l'ai déjà dit, mais le côté comment troubleshooter des systèmes complexes qui sont distribués dans des data centers différents, dans des technologies différentes, du synchrone, de l'asynchrone, voilà, ça c'est l'élément en fait un peu douloureux. Ce que souvent j'entends dire quand on parle d'observabilité, c'est je souhaite pouvoir réagir à des inconnus que je ne connais pas. Vous voyez l'esprit, c'est le côté j'ai préparé les choses pour avoir suffisamment de signaux pour que si jamais j'ai des plantages que je n'avais pas prévus, je suis en capacité de comprendre exactement ce qui s'est passé, de diagnostiquer en fait l'exécution de mon programme. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail parce que vous l'avez vu, les logs et les métriques, c'est des choses que vous maîtrisez. Je pense que vous connaissez peut-être un petit peu moins la partie traces distribuées. Qui a déjà fait du Datadog par exemple ici? Un petit peu, ok, d'accord. On va pouvoir aller un petit peu plus profondément là-dedans. Donc comme je vous le disais, en fait, les logs, pendant très longtemps, c'était un peu le standard. On produit des logs, on envoie ça au format textuel, ou on fait du FileBit ou des choses comme ça, ou du syslog même à l'époque, pour pouvoir remonter des logs. Malheureusement, un des problèmes qu'on a centralisé, qu'on a vite vu avec les logs, c'est qu'il n'y a pas de sémantique embarquée dans les logs. Si vous mettez un champ qui s'appelle timestamp, c'est quoi la time zone? Comment est-ce qu'elle est structurée? Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est une time zone en fait, qui est efficace pour mon système et que les différents systèmes sont d'accord sur la time zone? Si vous mettez un identifiant de container, est-ce que c'est global à l'ensemble de mon système? Est-ce que c'est local? Comment je fais pour diagnostiquer ça en fait? Donc tout ce qui est champ dans les logs, évidemment pendant très longtemps, on n'a pas eu de spécification associée. Deuxième problème, alors vous avez peut-être tous vu passer des champs de type correlation ID, request ID dans vos logs. Un des pépins qu'on a, c'est que très rapidement, ces informations-là, il faut que le développeur ait explicitement choisi de les forwarder dans tous les systèmes pour que ça fonctionne. Si vous faites du Kafka, il faut mettre quelque part dans l'enveloppe du message Kafka les informations qui sont nécessaires pour que le consommateur puisse de l'autre côté récupérer ce message et se dire « Ah oui, c'est la transaction qui m'intéresse ». Beaucoup trop d'opérations manuelles qui rendent l'observabilité, on va dire, globale du système très compliquée. Ça veut dire, en fait, quand on parle de ce genre d'opération par des logs, que quelque part, il y a un développeur qui s'est pris le chou pour que chacun des systèmes sortants ou des systèmes entrants de l'applicatif ait été modifié pour qu'on puisse rajouter de l'information. Donc, assez rapidement, donc là, c'est des choses dont je vous parle qui datent des années 2010, je crois, de mémoire, où Google a sorti un papier qui s'appelle Dagger, qui était justement comment est-ce qu'on peut créer quelque chose qui représente l'exécution d'un système sans rentrer dans quelque chose qui soit de l'ordre de l'implémentation. C'est comment déjà on a des notions en fait, qui sont comparables entre les différents systèmes. Donc ils ont décidé de créer un objet qui s'appelle un span. On pourrait le synthétiser à un log qui a pour objectif de traquer une opération. Une opération en base, une lecture HTTP, un envoi de message, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est une unité de travail pour le système qu'on regarde. Dedans, il a plein d'attributs. Des attributs, je vais vous reparler des logs, mais le côté à quel timestamp ça a été exécuté, le début, la fin, la latence, potentiellement des métriques associées, etc. Je vous ai mis qu'un petit exemple sur le côté. Vous voyez, on peut avoir la méthode HTTP qui a été utilisée, le code de réponse, la taille de la réponse, le serveur qui l'a traité, etc., etc. Donc ces attributs, en fait, ils peuvent être très divers et variés, et ça permet d'identifier pour cette unité de travail, ce serveur-là, qu'est-ce qu'il y a eu comme exécution, et qu'est-ce qui s'est passé dans cette exécution. Et là, pour l'instant, on en reste un log enrichi, pas beaucoup plus d'informations.
Pour que ça fonctionne, on a créé un système de traces. Donc, si je vous la synthétise très courte, une trace, c'est plein de spans qui sont collectés ensemble et qui font un ensemble homogène. Cette trace, elle a ce qu'on appelle un root span, c'est un span racine, qui typiquement va être le déclenchement de la requête HTTP sur votre device, sur votre navigateur web ou votre device Android. C'est le point d'entrée en fait pour l'exécution utilisateur. Ça peut très bien être aussi le lancement de l'exécution de votre batch. Ce n'est pas que des requêtes utilisateurs, ça peut être aussi d'autres choses. Ce span racine, il va avoir un certain nombre de spans embarqués, nested à l'intérieur, qui vont donner le détail de l'exécution de cette requête principale, avec les différentes API qui sont appelées, les différentes bases de données dans lesquelles on exécute des requêtes. Pour vous la faire de manière plus graphique, on représente souvent ça de cette manière-là, où on va avoir... Je fais des bêtises. Je ne souhaite pas imprimer, non, je n'ai pas l'imprimante, merci. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Ok. En débranchant le truc, ça marche. Super, on l'a refait. Donc j'en étais à vous dire que ça, c'est la vision un petit peu graphique du système. Donc quand on a plein de spans qui sont collectés, c'est plus pratique intellectuellement de les représenter sous forme d'une arborescence. Avec, vous l'avez tout en haut ici, la requête du client, qui se trouve en haut. Et puis ensuite, une API principale qui est appelée, par exemple, sur un back-for-front ou sur un système intermédiaire. Et puis différentes exécutions. Donc là, on va par exemple ce dispatch-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de requêtes qui sont déclenchées en parallèle. On voit qu'à un instant T, il y a plusieurs requêtes qui sont déclenchées, dont le résultat va être collecté quelque part et servir aux résultats qui sont à côté. Donc vous verrez, suivant les systèmes qu'on utilise, il y a plusieurs visualisations graphiques, il y a des listes, il y a des flame graph, il y a plein de choses un petit peu différentes. Et donc quand on parle de système, je vais vite aborder OpenTelemetry, mais c'est important de faire un petit rappel sur ce qu'on essaye de faire quand on parle d'observabilité. On parle souvent de pipeline d'observabilité pour bien délimiter les responsabilités, on va dire ça comme ça. OpenTelemetry, ce que je vais vous présenter juste après, il a vraiment un focus autour de la collecte d'informations. Comment je peux récupérer des métriques qui sont efficaces, des logs qui sont correctement structurés et des traces correctement structurées. Lui s'arrête vraiment à cette étape-là. Donc ça veut dire que si vous voulez requêter vos métriques, si vous voulez faire des dashboards, si vous voulez stocker sur du long terme des informations, OpenTelemetry ne répond pas à ça. On verra ensuite qu'il y a différents outils pour le faire, mais il n'est pas prévu pour. Si on le fait en mode stack open source, on pourrait compléter ça par du Prometheus sur la partie métrique, tout en haut. On pourrait compléter par du ELK sur la partie log. Ça pourrait être un grand classique. Et puis je vous ai mis Jaeger comme élément de navigation dans les traces. Il y en a plein d'autres, on verra tout à l'heure. Il faut garder à l'esprit que ça, c'est une des implémentations possibles. On pourrait mettre du ELK partout, parce que maintenant, avec ELK, il y a des outils de monitoring, de remontée de traces, de remontée de métriques, de remontée de plein d'informations. On pourrait mettre du Grafana Labs partout, parce que Grafana a aussi maintenant des éléments pour analyser des métriques et des traces. On peut aussi mettre du Datadog partout. On peut se dire, je remplace tout ça, en fait, tous ces trucs un petit peu indépendants et complexes par du Datadog. On ne répondra pas à la question du coût tout de suite aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un élément important. Non, mais c'est vrai qu'entre ces deux aspects-là, il y en a un qui vous semble moins cher parce que c'est que de l'open source. Posez-vous la question du coût total. Combien j'ai de gigaoctets ou de téraoctets ou de pétaoctets de données à stocker? Combien d'ops il me faut pour piloter ça? Voilà, ce n'est pas des questions qui sont simples à répondre. Il faut un peu se projeter sur la rentabilité de ce genre de projet. Imaginons que Datadog soit la réponse à ça. Ça pourrait être Dynatrace, ça pourrait être du Lightstep. Il y en a quand même pas mal qui existent sur le marché. Rentrons maintenant un petit peu plus sur le projet OpenTelemetry en tant que tel. Je vous la fais assez courte, mais c'est une série à rebondissement, le tracing distribué. Donc, je vous ai parlé de Diaper tout à l'heure sur la partie Google. À peu près en même temps, il y a Twitter qui a sorti une implémentation open source qui s'appelait Zipkin, qu'on voit encore traîner de temps en temps sur certains blogs pour faire des démonstrations. Il est clairement plus maintenu, donc je ne recommande pas de s'amuser avec ça. En 2015, c'est Uber qui a open sourcé Jaeger, à peu près en même temps que la montée en puissance de OpenTracing. OpenTracing, c'est notamment ce qui était utilisé il y a encore quelques mois
dans l'agent Datadog pour pouvoir faire remonter les traces. C'était la norme qu'ils avaient choisi d'implémenter à l'époque. Un petit peu après, Google s'est dit « Oh, bah, il y a déjà 2 standards, pourquoi on ne peut pas créer un 3e, ce serait plus marrant. » Ah oui, c'est souvent la solution. On va créer un nouveau standard. Donc ils ont annoncé OpenSensus en 2018. Et évidemment, du côté d'Open Tracing, ce n'était pas spécialement la fête, parce que quand on se voit proposer un nouveau standard qui remplace ce qu'on a implémenté, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. La bonne nouvelle en tant que telle, c'est qu'en 2019, il y a eu un choix de merger ces 2 initiatives. Donc Open Tracing et OpenSensus ont fait le choix le plus intéressant, qui était de dire on va partir sur un mécanisme et une spécification de l'observabilité qui va sortir de cette guerre de chapelle entre du Google et la CNCF. On va faire un projet OpenTelemetry, et le projet OpenTelemetry est du coup maintenant devenu le remplaçant d'OpenTracing et d'OpenSensus. On trouve encore des petites traces un peu partout d'OpenTracing, mais sachez qu'il a été déprécié fin 2021, et là il n'est plus maintenu depuis fin 2022. Donc si vous avez encore des traces d'OpenTracing, la bonne nouvelle, c'est qu'OpenTelemetry a des mécanismes de compatibilité pour exposer les mêmes API en fait, aux projets qui ont encore beaucoup de code autour d'OpenTracing. Donc il y a des solutions pour vous aider là-dessus. Donc OpenTelemetry, c'est un projet qui est hyper actif. Je pense que c'est presque un des projets les plus actifs de la CNCF, dans le sens où je crois qu'ils sont dans le top 3 des projets juste après Kubernetes et puis dans le produit que j'ai perdu. Parce que évidemment, comme ils essayent de couvrir un ensemble de frameworks, un ensemble de langages sur plein d'outillages de collecte, évidemment qu'il y a des contributeurs d'un peu partout. Il y a beaucoup d'activités. Sur le SDK, il y a à peu près une release toutes les 3 semaines en ce moment. Sur la partie Java, sur la partie JavaScript, il y a une release toutes les 3 semaines. Enfin, c'est hyper intensif en termes de sortie. Pour vous donner un petit découpage du projet. Moi, ce qui m'a fait adhérer, j'ai envie de dire, à OpenTelemetry, cette religion OpenTelemetry, c'est la capacité qu'ils ont eu à se dire ne partons pas bien en tête à créer une implémentation comme l'ont pu le faire OpenTracing, OpenSensus. Ce qui fera la différence, c'est d'avoir des conventions de la sémantique et de la spécification. Ça, c'est vraiment l'élément clé. Ce qui fait que, par ailleurs, ça veut dire que d'autres vendors peuvent implémenter la même API avec les mêmes spécifications et les mêmes conventions, sans être spécifiquement dépendant du SDK. On verra qu'il y a d'autres gens qui ont implémenté ça aussi. Quand je veux dire spécification, ça veut dire que vous avez des schémas qui vous décrivent en fait les différentes métriques qui sont accessibles, comment est-ce qu'elles peuvent être exploitées et comment on est censé les parser, les rendre disponibles. Ça vous décrit les types de métriques, les types d'histogrammes, les attributs nécessaires. Voilà, c'est assez vaste, mais c'est hyper intéressant d'aller creuser là-dedans. Évidemment, il y a des SDK, donc je vous en parlais tout à l'heure, mais il y en a pour pas mal de langages, déjà, des SDK OpenTelemetry. À la fois sur le côté très bas niveau, je veux produire une métrique, j'ai un SDK qui m'explique que je le fasse en PHP, en Python, en Java, c'est la même syntaxe. Je décris mes métriques de la même manière. Et puis, quand on dit SDK, ça vient aussi toucher quelque chose d'important, qui est la capacité à instrumenter l'existant. Je ne vais pas m'amuser pour toutes les applications dans lesquelles j'ai des drivers JDBC ou dans lesquelles je fais des requêtes vers du Redis, à créer à la main la métrique qui m'intéresse pour le Redis. Ça n'a aucun intérêt, ça n'aurait pas de sens. Donc, la plupart des langages ont des instrumentations qui permettent de dire si vous utilisez un driver JDBC, c'est gratuit, les métriques sont collectées, les traces sont collectées automatiquement. Je capture les requêtes SQL, je capture les différentes métriques. Donc ça, c'est un gros avantage de ce genre d'outil. Alors ça reprend les mêmes patterns que ce qu'on avait dans des agents propriétaires, on va dire ça comme ça. Ce que fait Datadog, Dynatrace, c'est exactement inspiré de ça. Mais c'est vrai que l'avoir en standard, c'est hyper intéressant. Autre truc qui m'a beaucoup intéressé dans le projet, c'est la capacité à se dire ok, j'ai la capacité à avoir une API, j'ai de SDK dans mon application. Ok, mais qu'est-ce que je fais de ce que j'ai collecté? Où est-ce que je l'envoie? Comment je le fais remonter? Donc là, ils ont assez vite défini un protocole. Alors un protocole qui tourne sur du HTTP. OTLP, c'est Over HTTP ou Over gRPC, qui vous décrit la manière la plus efficace possible, notamment avec beaucoup de binaires, avec la capacité à compresser certains trucs, faire du batching aussi, à récupérer plusieurs traces, plusieurs métriques en simultané, et les envoyer en fait en une seule fois. Pour sortir un peu des problématiques classiques où
Pour les logs, on envoie ça sur un flux TCP avec de l'UDP, sur un port un peu planqué. On n'est pas sûr de la stabilité, il n'y a pas de mécanisme de retry, voilà, on est un peu bloqué. Pareil sur les métriques, j'ai vu beaucoup de Prometheus tout à l'heure. Venir scraper un endpoint HTTP, c'est pas toujours le plus efficace. Ça crée de la latence dans la manière de récupérer les métriques. C'est pas un format qui est très facilement compressible, donc voilà, ça crée pas mal de problématiques que le protocole OTLP vient tacler de manière assez efficace. Et puis, je le répète une dernière fois, mais donc c'est pas un outil qui vous fournit un back-end automatique, donc il va falloir se poser la question de comment je vais l'implémenter dans mon projet. Si on fait un petit focus sur les SDK, il y en a deux que j'ai testés, qui est le SDK Java et le SDK JavaScript. J'ai quelques collègues qui m'ont parlé du SDK PHP aussi, qui a le mérite d'exister. Les autres, je ne sais pas ce que ça donne en termes de stabilité, mais vous voyez, je vous ai fait un petit tableau du support des différentes métriques, les traces des différents signaux, des traces des métriques et des logs à chaque fois. Vous voyez bien que la partie log, c'est un peu plus frais, plus expérimental. C'est un truc qui est en train d'être stabilisé au sein de la spécification. Donc ce sera, je pense, supporté dans les prochaines releases de tous ces frameworks-là. Intéressant, il y a tout un mécanisme pour beaucoup de langages de faire du full automatique. Donc là, c'est vraiment les mêmes patterns que ceux qui ont déjà fait du Datadog, par exemple. En Java, je mets un agent dans ma JVM et automatiquement, par de la variable d'environnement, il va configurer l'essentiel des instrumentations dont il a besoin. Donc il va découvrir que j'ai un Spring Boot, il va connaître le nom de l'application, détecter que je suis dans un cluster Kubernetes, voir que j'ai les drivers JDBC, voir que je fais des connexions sur du Redis, et automatiquement, sans que j'ai à modifier une seule ligne de code, je suis en capacité d'avoir la récupération de l'ensemble de mes traces qui sont pertinentes pour mon projet. JavaScript, c'est un peu le même principe, sauf qu'on n'a pas les mêmes mécanismes que dans la JVM. Donc en JavaScript, c'est beaucoup du monkey patching. Donc c'est en gros, il va s'injecter dans certains points d'entrée JavaScript au préalable du chargement de l'application. Donc si vous faites un fetch, en fait, vous n'appelez pas vraiment le fetch de Node.js, vous allez appeler le fetch qui a été implémenté par OpenTelemetry. C'est moins joli, mais en tout cas, ça a le mérite de fonctionner pour l'ensemble des frameworks. Et donc les backends, je vous la refais courte, mais on a la capacité de targeter plein d'espaces de stockage différents. Là, je vous ai mis du open source, du propriétaire, il y a un petit peu de tout là-dedans. Il y a même des choses qui sont directement fournies par vos cloud providers. Donc chez Amazon, chez Google, il y a des choses très standards qui sont accessibles, qui vous fournissent la capacité d'envoyer tout ça dans les outils qui vous sont fournis par le cloud provider. Ok, démo. Allez, on enchaîne. Un petit peu de temps. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais j'aime beaucoup l'astronomie, le spatial, tout ce qui est lié à l'observation du ciel et de l'espace. Et je trouve que le projet de démonstration d'OpenTelemetry que j'adore, c'est OpenTelemetry Demo, qui est un magasin de commandes d'outils d'observation de l'espace. Donc ça, c'est vraiment top. Moi, je m'y retrouve bien. C'est un outil, en fait, qui est mis à disposition... Hop, je me fais des bêtises, il est juste là. Je vais y arriver. C'est pas celui-là. C'est un outil qui est mis à disposition en fait, directement sur le GitHub d'OpenTelemetry, hyper intéressant, qui vous permet d'aller commander le télescope de votre choix. Donc, lunettes casse-grain, chacun après son intérêt, sa spécialité. Donc si je vous le fais très vite, c'est un listing de produits, un catalogue, assez classique. Quand je vais sur un produit, j'ai le calcul du stock, j'ai le calcul de la quantité et du prix en fonction du pays dans lequel de la monnaie que je vais choisir. J'ai la capacité à le mettre dans mon carte, donc à le stocker dans un carte intermédiaire. J'ai un ensemble de produits recommandés en fonction des achats précédents qu'ont fait les utilisateurs. Et si je remplis mon carte, j'ai la capacité d'avoir un système de shipping, un système d'envoi d'email, etc. etc. Donc, voilà, c'est un petit site e-commerce qui est relativement bien fait. Ce qui est très sympa, c'est qu'il est implémenté sous forme d'un ensemble de microservices, sinon c'est pas drôle, qui vous permettent d'expérimenter OpenTelemetry sur l'ensemble des langages que je vous ai présentés. Donc il y a des microservices en PHP, il y a du truc en Rust, il y a du Go, il y a du Java, il y a du Node.js, enfin il y en a pour tous les goûts. Faites votre course là-dedans. Je vous invite à aller regarder tout ça, c'est assez intéressant. Et voilà, donc ça c'est le site de démonstration. Ils fournissent aussi évidemment un outil qui vous permet de faire du test de perf.
Bon, j'ai pris le truc qu'ils fournissent, Locust, c'est comme du Gatling, c'est comme du JMeter, même esprit. On va créer les scénarios, définir les différents passages de l'utilisateur. On va pouvoir observer en fonction du ramp-up en termes de user, qu'est-ce qui va se passer dans l'application. Donc on peut observer le taux de réponse moyen de l'API, les différentes erreurs qui sont en cours, et observer ça sous forme de jolis graphiques avec le nombre de requêtes par seconde par application. Donc ça, rien d'extraordinaire là-dedans. Comment ça fonctionne tout ça? En fait, vous avez, je vais vous faire le petit schéma. Vous avez en fait chaque application est instrumentée en fait avec le fameux SDK, OpenTelemetry, dont je vous ai parlé. Ce SDK, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer des traces et des métriques à destination d'un composant qu'on appelle le collecteur OpenTelemetry. Ce collecteur, je vais passer assez vite dessus, mais vous allez voir, c'est un élément qui est assez central dans la philosophie d'OpenTelemetry. Ça va être un ensemble de configurations des différentes transformations, des différents filtrages que vous voulez faire sur vos métriques, sur vos traces et sur vos logs, qui vont permettre de dire, par exemple, je voudrais que tous les logs, tu les envoies dans Elasticsearch, que tous les spans que tu reçois, tu récupères une métrique à l'intérieur qui m'intéresse, que tu vas envoyer dans Prometheus. Et puis, tu vas me faire aussi un calcul de l'histogramme de la latence moyenne de mes requêtes que tu vas déposer aussi dans Prometheus. Donc, on peut implémenter pas mal de traitements métiers dans ce collecteur. C'est notamment la flèche que vous avez ici. Vous voyez, il reçoit des traces, et à partir des traces, il y a un processeur qui va calculer les choses et de les exporter en fait sur des métriques. Donc, on peut aller assez loin dans ce paramétrage-là, c'est assez puissant. Et puis une fois qu'on a tout ça, on peut pouvoir l'exporter à destination des différents back-ends qu'on a choisis. Donc là, le back-end, c'est notamment Jaeger et Prometheus. Donc Jaeger pour la partie trace, Prometheus pour la partie métrique. Et histoire d'avoir un truc un peu moins imbitable, on a un petit Grafana avec des dashboards que je vais vous montrer qui permet d'aller voir toutes les métriques qu'on a pu collecter et comment tout ça est remonté. Je ne vous montre pas tous les services parce que le but c'est qu'on ait un petit peu de temps après pour des questions-réponses, mais gardez à l'esprit qu'il y a à peu près une quinzaine de microservices indépendants qui travaillent en cohérence pour cette démonstration. Donc du dashboard, je vais vous faire du très classique. On a la capacité de sortir, je vais vous mettre un peu plus grand, c'est peut-être plus sympa, je vais dire 150. Là, on a la latence moyenne observée en fonction des différents microservices. Vous voyez, vous avez le top 7 des différents microservices sur le côté. Donc ça c'est vraiment sans effort. J'ai juste pris le dashboard standard qui est fourni, un peu de configuration. En un quart d'heure, on a ce genre de métrique qui rentre. Donc là, on a déjà un premier signal, c'est la métrique. On sait remonter de la métrique de manière assez efficace et faire remonter... voilà les différents services qui sont sous-optimaux par rapport à mes objectifs et comment tout ça, je peux le réfléchir et l'optimiser. On va évidemment pouvoir faire remonter du taux d'erreur, un truc assez classique. Et ce que vous allez voir qui est plus intéressant, c'est qu'on arrive à faire remonter non pas quelque chose qui est de l'ordre de la latence HTTP, mais de remonter dans les différents microservices quelle est l'unité de travail, l'appel HTTP, la requête sur un service externe, qui a posé problème. Donc, ce que vous voyez ici, on n'est plus de l'ordre du microservice, là on est sur les spans. Donc, plutôt que de faire des stats globales sur toutes les traces que j'ai reçues, là je prends tous les spans, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, de quel service ils ont été envoyés, et je me dis, je me fais un top des différents spans qui ont été les plus consommateurs en fait, dans mes services. Ce que ça permet de faire, c'est de dire par exemple, si j'ai un broker Kafka et si j'ai un service RabbitMQ, qui font tous les deux du processing de messages, je peux sortir des stats qui sont communes à ces deux composants-là. Parce que j'ai les mêmes spécifications, j'ai les mêmes métriques qui sont exportées. Si je fais des clients HTTP, donc que vous faites un client HTTP en PHP, en Python ou en Java, vous aurez la même capacité à vous dire, je peux regarder toutes les requêtes GET qui vont vers tel service, peu importe comment il est implémenté, dans quel langage il est implémenté. Donc ça, c'est la version métrique. Si on veut rentrer un peu dans le détail, on peut voir qu'ici, par exemple, je vois que j'ai mon getProduct sur le catalogue service qui a l'air de prendre pas mal de temps d'un point de vue de l'exécution. Et donc, si je vais dans Jaeger, je peux ici aller regarder mon product catalogue service, regarder en peut-être 15 minutes.
et je vais pouvoir regarder toutes les traces qui sont passées par ce service-là. Ça ne veut pas dire que c'était le service principal, mais elles sont passées par ce service-là. Et je vois notamment que j'ai des exécutions qui ont l'air relativement longues, là. On voit que j'ai un get là, qui prend pas mal de temps. Et je peux aller voir ici l'ensemble des différents services qui ont été appelés. Donc on retrouve l'aspect nested dont je vous parlais tout à l'heure. On a la capacité de voir que le front-end a appelé le product catalog qui a appelé le feature flag service. Donc on garde la trace complète entre les 3 services qui sont indiqués ici. Et sur le product catalog, non seulement je peux voir qu'il a été appelé, mais j'ai de l'information détaillée sur ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, il y a à la fois des informations qui viennent de la spec, donc tout ce qui est NetSocket, RPC, le type de span, les ports, etc. C'est du standard OpenTelemetry. Et tout ce qui est préfixé par app.quelque chose, ça, c'est des attributs custom qu'on a définis en fait, au sein du projet de démonstration. Donc, dans le projet de démonstration, il y a une nomenclature de différents attributs qui permettent de dire, quand je fais une requête get, je voudrais bien que tu me récupères l'ID et le name du product. Ce qui fait que je peux aller faire des requêtes assez rigolotes où je me dis, je voudrais que tu me renvoies non seulement ce qui s'est passé là-dessus, mais que tu me dises, du coup, je n'ai pas gardé l'identifiant, évidemment, c'est comme ça. Je peux aller récupérer toutes les traces qui concernent en fait cette information. Je vais pouvoir aller requêter ça et on va amener toutes les traces. Donc là, je peux voir que j'ai une vingtaine de traces sur l'ensemble de mon exécution, donc ça va faire à peu près une demi-heure qu'il est en train de tourner. Et je peux observer que pour ce product-là, j'ai quelques outliers. Je suis sur un product particulier, je pourrais le faire par user, c'est le même concept. Et je me dis, pour ce product-là, tiens, c'est marrant, j'ai un appel au add the shipping code from cart qui prend presque 1 minute 30. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on peut commencer à rentrer dans quelque chose d'intéressant, de se dire, je ne regarde pas au global la latence moyenne, je m'intéresse à ce qui sort de la norme, ce qui sort de ma moyenne, ce qui sort de mon SLO, si on commence à parler de gros mots. Quels objectifs je me donne d'un point de vue du service et de son comportement. Et en fonction des objectifs, je peux aller de manière assez fine regarder tout ce qui s'est passé. Donc concrètement, si je vais voir ce truc-là, on voit que j'ai un truc qui est rouge là, ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je me suis rendu compte tout à l'heure que mon service Redis, qui était en capacité de répondre aux sollicitations, en fait, il ne marchait pas. Donc là, je peux aller me dire, est-ce que c'est spécifique à ce produit-là? Est-ce que c'est global? Donc je peux aller interroger comme ça l'ensemble de ce qui a été collecté. Et vous voyez ce qui est associé, les tags, tout ça c'est pareil, c'est du standard. Il n'y a pas quelqu'un qui a défini à la main qu'il fallait un attribut db.redis.databaseIndex. C'est automatique par la spécification et par le SDK. Donc ça c'est juste pour vous faire un petit état des lieux sur ce qui est disponible. Évidemment, je vous le montre dans Jaeger et dans la capacité que fournit Grafana. Vous avez exactement le même principe que si vous faites du Dynatrace, si vous faites du Datadog, si vous faites du New Relic. Voilà, tous ces outils-là sont relativement compatibles. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vos applications sont fournies et introspectées par OpenTelemetry, vous avez la capacité de rapidement passer d'un provider à un autre sans vous poser la question finalement de quelles sont les métriques que je veux faire remonter, quels sont les attributs qui sont importants pour moi. Ça, c'est l'élément qui est pour moi central dans une démarche d'observabilité. Donc on a vu de les métriques, on a vu de la trace. Je peux faire la même chose avec du Elasticsearch, ça fonctionne de la même manière, ça fonctionne de manière très similaire. Un élément que je voulais vous partager aussi avant de rentrer dans quelque chose d'un peu plus sur les perspectives, c'est que le projet est très actif et notamment ils sont beaucoup en train de travailler sur des nouveaux cas d'usage. Là, je vous ai présenté quelque chose qui est relativement orienté autour du back-end. Donc, j'ai des appels HTTP, j'ai du Kafka, j'ai du Redis, des choses comme ça. Il y a une grosse initiative autour du Real User Monitoring, la capacité à analyser des devices pas tout le temps connectés au réseau, qui sont potentiellement du front, potentiellement des devices Android ou des choses qui sont encore plus compliquées, typiquement des équipements réseau, des choses qui ne sont pas quelque chose d'intégré dans le cloud habituellement. Donc il y a un nouveau type de signal qui est en train d'être développé, qui est la partie session, qui est en train d'apparaître. Et il y a également le projet OpenTelemetry Android. Alors vous imaginez bien qu'il prend pas mal de choses de la partie OpenTelemetry Java,
Il y a quand même pas mal de spécificités intéressantes qui vont permettre de capturer les écrans, les activités, les freezes qu'on peut avoir sur les écrans, la consommation excessive de certains threads, etc., qui sont hyper intéressants. J'en ai parlé tout à l'heure, mais certains vendors ont le support d'OpenTelemetry depuis très longtemps. D'autres ont été un peu plus réticents à la migration et ont mis du temps à s'y mettre, mais typiquement Datadog a annoncé il n'y a pas très longtemps à sa conférence Dash que notamment le protocole ETLP était supporté dans l'ensemble de leurs agents, qu'on avait la capacité de le configurer assez efficacement. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du standard qui est en train d'émerger, même s'il n'y a pas un organisme qui a décidé que OpenTelemetry était le standard. Mais quand on voit des pure players comme Datadog se dire qu'il faut au moins qu'ils l'intègrent dans leurs agents, c'est un bon signal, je trouve, pour la communauté. Même des gens comme Elastic, qui étaient assez réticents et sceptiques au projet OpenTelemetry, ont fait le choix il y a quelques mois, je crois que ça fait 6 mois maintenant, de merger une partie des specs qui étaient implémentés dans Elasticsearch. Je ne sais pas si vous connaissez le format ECS, c'est un format de log en fait, qui est standardisé par Elastic, pour le merger justement avec les specs des logs d'OpenTelemetry, pour que les deux soient compatibles et que, encore une fois, les spécifications prennent le pas sur les implémentations qui sont derrière. Et puis il y a un 4e type de signal qui est sorti il y a maintenant quelques semaines, dont la discussion a commencé il y a quelques semaines, qui est la capacité à faire du profiling. Donc là, on ne va plus juste observer la latence entre deux événements avec quelques attributs. On va être en capacité de mesurer la consommation CPU, la consommation mémoire ou la consommation réseau d'une exécution particulière sur une unité. Donc il y a plein de questions sur le format, la remontée d'informations, la volumétrie associée, parce que quand on fait du profiling, ce n'est pas 3 textes et une métrique qui remonte, on est quand même sur des trucs assez volumineux. Donc voilà, c'est en train d'arriver et le projet est pleine balle sur ce genre de problématiques qui vous donne du coup un bon éclairage sur ce qui peut arriver dans les prochains mois autour d'OpenTelemetry. Si je vous la fais très courte avant de vous laisser la main pour des questions, moi ce qui me semble essentiel quand on discute d'observabilité, c'est de réfléchir au cas d'usage. Moi, j'en ai 2 qui me viennent instantanément dès qu'on parle de ça. C'est la capacité à être plus réactif sur du diagnostic d'erreur. J'ai un crash de mon application, de mon système. En tout cas, j'ai la remontée d'utilisateurs qui me disent qu'il y a un problème sur l'applicatif. Grâce à la capacité des outils comme OpenTelemetry et les traces distribuées, on est beaucoup plus rapide sur la capacité à mettre le doigt sur la root cause du problème. Qu'est-ce qui déconne dans mon système? Qu'est-ce que je n'ai pas prévu qui est en train de se produire et comment je peux diagnostiquer ça? Et l'autre élément hyper intéressant, comme on est sur quelque chose qui est censé être de bout en bout, entre une requête utilisateur qui est lancée jusqu'à l'exécution d'un batch potentiellement à la toute fin, je peux faire des objectifs de service, des SLO, qui soient beaucoup plus précis. Je peux travailler sur des SLO qui sont sur une route particulière HTTP. Parce que comme la route est un attribut de mes spans, je peux être en capacité de dire cette route-là, elle est critique, celle-là, c'est moins important, c'est une route d'admin, elle ne m'intéresse pas. Ça me permet de dire hyper facilement la latence moyenne de mon service qui inclut les health checks, c'est débile, ça ne sert à rien, je ne vais pas la mesurer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on peut être beaucoup plus fin en fait, sur ce qu'on fait remonter et ce qu'on mesure en termes de SLI et SLO. Je vous l'ai dit déjà, c'était déjà à mon avis un des standards pour beaucoup de compagnies qui se sont lancées il y a quelques années. Et les compagnies et les individus qui ont été un peu réticents au début sont tous en train de passer sur ce standard-là aussi au sein de l'industrie. Ce qui est top, c'est que, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'est quand même fourni en standard dans pas mal de technos. Je vous ai passé la liste des frameworks qui sont implémentés, mais que vous fassiez en effet du stockage dans du S3 ou que vous envoyez vos logs dans un truc un peu obscur. Tout est relativement bien prévu pour que vous puissiez instrumenter sans effort vos applications. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais la capacité à dire je veux des attributs personnalisés sur mes spans, ce n'est pas quelque chose en fait, qui est difficile à implémenter. Potentiellement, ça vous demande même très peu de code. Là, dans un des projets qu'il y a sur la démonstration, ça passe typiquement par des annotations. On va juste annoter certains éléments qui sont importants pour nous. Il va les capturer dans les messages Kafka ou dans les requêtes HTTP sans qu'on ait besoin de faire de développement spécifique. Automatiquement, ça va remonter au sein des spans. Et puis la question qui va rester et qui, je pense, est un de vos exercices préférés, c'est comment je choisis le provider qui est pertinent pour moi. Est-ce que je reste sur de l'open source? Est-ce que je peux expérimenter avec quelque chose d'un peu plus light
mais qui est plus exploitable. Là, je l'ai notamment noté, c'est Uptrace. C'est un projet qui m'a pas mal tapé dans l'œil récemment, qui est un projet open source basé sur du ClickHouse en termes de stockage, donc qui vise à stocker les traces, les métriques et les logs dans le même emplacement, et qui a une version open source qui est assez aboutie, je trouve, en termes d'exploration, et qui expose tout ce que je vais vous montrer comme signaux de manière assez efficace. C'est pas un concurrent à Datadog, ça n'a pas le même périmètre, ça n'a pas les mêmes envergures, mais c'est intéressant, notamment pour de la pré-prod, du dev, un projet que je vous note à aller regarder. Et puis le côté commercial, voilà, il y a un vrai sujet autour de notre capacité à choisir le bon outil en fonction de nos contraintes budgétaires, territoriales, légales, de conservation de données. Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus, qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui, mais c'est une de nos grosses questions. Voilà, j'ai fini le petit tour de présentation d'OpenTelemetry. Je vous invite à me laisser votre feedback immédiatement. Je veux voir les téléphones levés partout. Et je suis ouvert à toutes vos questions pour les quelques minutes qui nous restent.